Nous sommes le 18 juin 2014 à Stockton en Californie. L'opération Ceasefire est lancée et c'est l'une des plus grandes missions menées par la police américaine pour essayer d'arrêter les gangs qui sévissent dans le pays. Jeremy Mix, 30 ans, est arrêté. Il est inculpé pour 5 chefs d'accusation liés aux armes et 1 chef d'accusation lié aux gangs. Il plaide coupable pour tous. Ce jour-là, sa vie change, mais pas pour les raisons que vous pouvez imaginer. Ce jour-là, sa photo est publiée sur Facebook, sur la page du département de la police de Stockton, et là, Internet s'enflamme. En quelques heures, la photo reçoit plus de 30 000 likes et des milliers de commentaires louant son apparence physique. Il peut me cambrioler quand il veut. Il a volé mon cœur avant tout. Donnez-lui un contrat de mannequin, pas une peine de prison. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Jeremy Mix entre en prison en juin 2014 et il est condamné à une peine de 27 mois de prison. Mais alors qu'il est encore incarcéré, Jeremy Mix est repéré par Jim Jordan, qui est le fondateur de l'agence de mannequinat White Cross Management, avec qui il signe officiellement en 2015, alors qu'il est toujours en prison. Et une fois qu'il est libéré en mars 2016, eh bien, Jeremy Mix entame sa carrière de mannequin, faisant ses débuts sur les podiums auprès des plus grandes marques, lors de la Fashion Week à New York en février 2017. Qu'est-ce que l'histoire de Jeremy Mix nous dit sur la place de la beauté dans notre société? L'esthétique prime-t-elle sur l'éthique? La beauté peut-elle tout excuser? C'est ce que l'on va analyser dans cette nouvelle vidéo. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je sais qu'on n'y pense pas tout le temps, mais le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner à la chaîne. J'essaie désormais de faire une vidéo par mois où je décrypte un sujet de société. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner sur le petit bouton juste ici. Le privilège de la beauté. On sait tout ce que c'est, on l'a déjà observé, on l'a peut-être même déjà expérimenté, mais est-ce qu'on sait vraiment quel impact ça a dans la société? Commençons par un petit peu d'étymologie, parce que c'est souvent très significatif. Le mot privilège vient du latin privilegium, qui est formé de privus, qui veut dire privé particulier, et lex legis, qui veut dire loi. Donc littéralement, c'est la loi qui est faite pour un individu ou un groupe en particulier. Donc le pretty privilege, c'est l'ensemble des avantages sociaux invisibles accordés aux personnes perçues comme attirantes, et non pas parce qu'elles ont fait quelque chose, mais parce qu'elles correspondent à des normes esthétiques dominantes. C'est donc le fait de bénéficier d'un traitement de faveur de manière arbitraire. Mais ce qui est intéressant, et ce dont on parle pas assez je trouve, c'est que là où il y a privilège, il y a nécessairement discrimination. Le privilège de la beauté octroie donc des attributs valorisants aux personnes considérées comme belles, et on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur justement ce que ça signifie, et ce uniquement dû à un jugement, ce qui est le principe d'une discrimination. Je trouve que c'est très bien représenté dans les films Disney. D'un côté, t'as les héros et les héroïnes, Blanche-Neige, Aladdin, Belle, c'est carrément son nom, qui sont presque toujours minces, jeunes, aux traits fins, conformes aux standards occidentaux de la beauté, et en face, on a les méchants, donc Ursula, Jafar, Scar, qui sont souvent représentés comme étant physiquement déviants, gros, âgés, et qui ne prennent pas soin d'eux. Et ce schéma inculque donc très tôt l'idée que la beauté extérieure reflète la valeur intérieure. Et donc c'est clairement ce que l'on pourrait appeler un conditionnement esthétique. J'ai envie de m'arrêter juste un peu sur le cas des sorcières, que je trouve particulièrement intéressant. Mona Chollet a très bien montré dans son ouvrage Sorcières que celles-ci étaient souvent jeunes et belles, mais que comme elles avaient du pouvoir et qu'elles n'occupaient pas le rôle qui était attendu des femmes à l'époque, c'est globalement pendant le Moyen-Âge, et bien par la suite, elles ont été représentées comme laides pour que ça les rende plus facilement détestables. Cette discrimination, elle porte un nom, le lookism. Théorisé par la juriste Deborah Elrod dans son ouvrage The Beauty Bias, on pourrait le traduire en français par le terme de discrimination esthétique, et c'est donc l'oppression ou le désavantage subi par celles et ceux qui ne correspondent pas aux normes esthétiques. Et cette discrimination, au-delà de la violence symbolique, peut avoir des conséquences graves, notamment dans le domaine médical. La médecine prétend être objective, mais consciemment ou non, elle reproduit des normes esthétiques et sociales hégémoniques, comme l'ont montré les sociologues Abby L. Wilkerson et Sam Boursier. Par exemple, il y a de nombreux témoignages qui ont mis en lumière le fait que les personnes grosses se voient souvent refuser des examens ou des traitements parce que tout est ramené à leur poids, même lorsque ce n'est pas du tout ça le problème. Et de même, il y a des témoignages qui démontrent que les patients racisés sont souvent moins écoutés et moins pris au sérieux dans leur douleur, et c'est ce qu'on appelle le biais esthétique médical, le fait que les soignants ne soient pas neutres face au corps. Ils sont, eux aussi, influencés par des stéréotypes esthétiques. Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on réalise que la beauté protège, et que l'écart à la beauté, lui, expose. Mais justement, maintenant qu'on a défini ce qu'était le privilège,
On peut se demander, mais c'est quoi la beauté? Ce à quoi je répondrais en commençant déjà par dire un fait qui me paraît essentiel. La beauté est plus culturelle qu'universelle. Dans nos sociétés contemporaines, la beauté est souvent définie par des normes dominantes, que sont la jeunesse, la minceur, le fait d'avoir des traits symétriques, le fait d'être valide, et qui reflètent les idéaux d'une certaine classe, race et culture dominante. Donc déjà, quand on sait ça, on se rend compte qu'il y a un biais, puisqu'on nous apprend, on nous inculque ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qu'explique très bien Bourdieu dans son ouvrage La Distinction. Le goût, qu'il soit esthétique, corporel, culturel, est socialement situé. Ce que l'on trouve beau ou de bon goût est construit par les classes dominantes pour affirmer leur distinction. La beauté est donc liée à un capital culturel et symbolique et participe à la reproduction des hiérarchies sociales. Et ce que je trouve quand même particulièrement intéressant, c'est que les standards de beauté sont toujours liés finalement à l'opposé de ce qui est accessible. À l'époque où on n'avait pas accès à autant d'abondance qu'aujourd'hui, à l'époque où il y avait plus de pénurie, de famine, c'était justement le fait d'être bien en chair, d'avoir une certaine opulence qui était considérée comme beau et qui était valorisée. Et à l'inverse, aujourd'hui, maintenant que l'on a plus facilement accès à la nourriture, c'est le fait de se priver qui va être un signe un peu distinctif, qui va être reconnu et valorisé, et avec lui le culte de la minceur. Et longtemps, les standards occidentaux ont érigé la blancheur, la finesse des traits, le fait d'avoir les cheveux lisses comme des normes dominantes, et ces canons ont été exportés dans le monde entier en invisibilisant ou dévalorisant les beautés non blanches. Et ça date pas d'hier, cette association entre la beauté et certaines qualités. Platon en parlait déjà. Pour lui, la beauté est la manifestation sensible du bien. Et c'est comme ça que la société s'est structurée finalement, avec l'idée que ce qui est beau et bien est chargé de vertu. Ça a notamment été défini comme l'effet de halo. L'effet de halo est défini en psychologie comme un biais cognitif qui affecte la manière dont les gens interprètent les informations concernant une personne sur laquelle ils se sont déjà formés une impression positive globale. Par exemple, si une personne apprend que quelqu'un dont elle a eu une impression positive a fraudé les impôts, elle aura tendance à ignorer ou minimiser cette information qui contredit son impression globale déjà constituée. Les chercheurs John, Berkshire et Wolster ont aussi montré dans une étude qui s'intitule What is beautiful is good, que les personnes jugées belles sont vues comme étant plus sociables, plus intelligentes, plus compétentes et censées avoir une vie plus épanouie et plus réussie. Donc on a étudié ce qui était vraiment le privilège de la beauté, théoriquement, mais maintenant on va voir concrètement en fait quel impact le privilège de la beauté a sur la société et donc sur nous. Il y a un phénomène qu'on appelle le privilege snowball et qui, comme son nom l'indique, démontre que les privilèges ont un effet boule de neige et donc qu'un privilège en entraîne un autre. Et notamment, le privilège de la beauté a un impact direct sur la carrière. En économie, il y a carrément un champ dédié à ce sujet, le champ des pulchronomics, qui est un mix entre economics et pulcher, pulcher qui veut dire beau ou belle en latin. Les économistes Daniel Hammermesh, qui a écrit un livre Beauty Pays, et John Briggs démontrent les différences de parcours au sein d'une même entreprise entre une personne qui correspond aux standards de beauté et une personne qui n'y correspond pas. Et leur étude démontre que la première aura plus facilement accès à un ascenseur social, une reconnaissance et un plus gros salaire au fil des années, car sa perception d'elle-même et par le reste de l'équipe entraîne une évolution plus favorable. C'est clairement la manifestation de l'effet de halo dont on parlait un peu plus tôt, appliqué au monde du travail. La personne considérée comme belle serait donc également considérée comme étant plus efficace, plus dynamique et bénéficierait d'un pretty premium, pour reprendre les termes de la sociologue Alice Pfeiffer, à l'inverse d'une ugliness penalty vécue par ses pairs moins attirants et donc moins attractifs. Et l'économiste Daniel Hammermesh, donc toujours dans son ouvrage Beauty Pays, a partagé des chiffres très concrets. Les personnes jugées attrayantes gagnent en moyenne 3 à 4% de plus que les personnes jugées dans la moyenne. Et les personnes jugées peu attrayantes, elles, perdent de 5 à 9% de salaire par rapport à leurs collègues. Donc on se rend compte que le privilège de la beauté a des effets économiques concrets et que l'on peut déjà en obtenir des bénéfices sans rien faire, mais en plus, aujourd'hui, il se développe ce que l'on pourrait appeler un business model du capital de la beauté. L'application Beauty Pass
l'illustre, je trouve, à merveille. Son concept est simple mais très révélateur. Proposer aux mannequins un accès gratuit à de nombreuses expériences, notamment dans les spas et hôtels de luxe. Et la seule condition, correspondre aux standards de beauté de l'industrie et promouvoir les établissements sur ses réseaux sociaux. Et ce que je trouve particulièrement fascinant, c'est qu'il y a même un processus de sélection où les candidates, parce que oui, c'est en très grande majorité des femmes, doivent soumettre leur mensuration, leurs photos et les liens vers leurs réseaux sociaux. Et un jury évalue alors leur potentiel marketing selon des critères esthétiques stricts. Et avec déjà 30 000 mannequins qui sont référencés, le succès de l'application témoigne bien d'un intérêt croissant pour ce type de service. Voilà, c'était le petit exemple bonus, au cas où on avait besoin de plus de preuves que la beauté devient un critère explicite de discrimination. Le concept de capital beauté s'affirme donc comme une forme de pouvoir social à part entière, venant s'ajouter aux capitaux traditionnels qui ont été théorisés par Bourdieu. Parmi ces capitaux, donc il y a le capital économique. Aujourd'hui, bien qu'étant loin d'être idéal, a quand même des mesures pour essayer de compenser ces inégalités, donc je pense notamment au fait d'avoir instauré des bourses. Mais comment on fait pour compenser les conséquences du capital de la beauté, sachant qu'on le reconnaît même pas encore comme tel? Et le privilège de la beauté ne s'arrête pas à l'embauche ou aux relations sociales, il s'infiltre jusque dans les tribunaux, un espace qui est pourtant censé être neutre, objectif et équitable, et c'est là que ça devient particulièrement inquiétant. Il y a un épisode de la série documentaire 100 Humans, qui est sur Netflix, qui l'illustre parfaitement. Dans une expérience, il y a 2 femmes qui sont jugées pour exactement le même crime. Les participants reçoivent les mêmes faits, les mêmes circonstances, mais avec une seule différence: l'apparence physique des accusés. Résultat, la femme perçue comme plus belle, plus douce et systématiquement jugée moins sévèrement. Moins de prison, plus de circonstances atténuantes, simplement parce que, selon les participants, elle inspire la confiance. Et la recherche le confirme, il y a une étude qui a été menée par Downs and Lyons et qui révèle que les personnes jugées comme attirantes reçoivent des peines plus légères, en particulier pour des délits de faible gravité. Je trouve qu'il y a une histoire récente qui illustre vraiment bien jusqu'où peut aller le privilège de la beauté. Vous avez peut-être vu passer le fait que l'un des plus grands dirigeants d'une assurance privée de santé aux États-Unis a été assassiné. Il est près de 7h du matin, mercredi, lorsque le PDG en costume bleu avance sur le trottoir. Un homme apparaît juste derrière lui et lui tire dans le dos à plusieurs reprises, avant de prendre la fuite. Assassiné par un jeune homme qui s'appelle Luigi Mangione et qui s'attirait déjà beaucoup de sympathie quand on a révélé le meurtre, parce que c'est vrai que le système de santé aux États-Unis est extrêmement inégalitaire, extrêmement faillible, et que beaucoup l'ont vu comme une sorte de justicier. Mais le soutien et la sympathie dont il a bénéficié a pris une toute autre ampleur au moment où sa photo d'identité a été publiée. Alors j'ai pas eu le temps de le voir de mes propres yeux parce qu'ensuite Meta a supprimé le compte, mais du jour au lendemain, il est passé de 2000 abonnés à 600 000 abonnés sur Instagram. Il y a un hashtag FreeLuigi qui a commencé à se propager, et il y a même une campagne de levée de fonds qui a été mise en place sur internet pour payer ses frais d'avocat et qui atteignait au 1er avril plus de 800 000 $. Et c'est pas tout, parce que je suis quand même allée un peu creuser et j'ai découvert qu'il y avait de nombreuses fanfictions développées sur Wattpad autour de Luigi Mangione, où de nombreuses femmes s'imaginent en couple avec Luigi pendant la prison, après la prison une fois qu'il sera libéré, enfin qui rêvent vraiment d'être à ses côtés. Il y a même sur Etsy différents commerçants qui ont commencé à vendre des produits dérivés autour de Luigi Mangione, notamment des t-shirts avec le slogan qu'on a retrouvé sur les balles avec lesquels il a tué Brian Thompson, où il était écrit « Defy, Defend, Depose ». Je continue parce que vraiment, je trouve ça fascinant. Il y a même une playlist Spotify qui a été faite en son honneur, avec des chansons comme Fight for the Power, Sympathy for the Devil, ou encore Getting Away with Murder. En fait, il existe vraiment cette idée reçue selon laquelle on ne peut pas être beau et sexy et être un monstre. Les contraires semblent inconciliables. Et c'est le même discours qu'on a retrouvé avec l'affaire des frères Menendez. En 1989, les 2 frères tuent leurs parents au sein du domicile familial. Ils reconnaissent leurs crimes, mais ils les justifient par des abus sexuels qu'ils auraient subis de la part de leur père toute leur enfance. Et c'est absurde, mais l'alliance entre la beauté et le mal, le séduisant et le répulsif, crée un trouble, une dissonance. Et cela soulève des questions sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et c'est là où pour moi il y a une vraie question philosophique. Est-ce qu'on doit laisser l'esthétique
prendre le pas sur l'éthique. Et pour terminer, on va juste parler de l'exemple très certainement le plus représentatif du lien entre Pretty Privilege et le mal. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Ted Bundy, qui est un serial killer américain des années 70. Il a violé, torturé, tué au moins 30 femmes, et lors de son procès, il y avait de nombreuses femmes qui venaient le voir dans la salle parce qu'elles le trouvaient trop beau pour être coupable. C'est un exemple assez glaçant de comment le Pretty Privilege, comment le privilège de la beauté peut agir comme un bouclier moral. La capacité à inspirer confiance, à échapper à la suspicion et à rallier de la sympathie publique, même en tant que tueur. Et on atteint quand même des sommets quand, en 1980, lors de son procès pour meurtre en Floride, Ted Bundy profite d'une faille juridique et en interrogeant sa compagne Carol Ann Boone qui était à la barre, il lui fait une demande en mariage en direct devant le juge. Elle dit oui, et la loi à l'époque en Floride faisait que cette déclaration avait valeur de mariage officiel. Et je ne connais pas les détails de la suite, mais je sais qu'elle a eu une fille avec lui alors qu'il s'apprêtait à se diriger vers la chaise électrique. Et je trouve ça vraiment très intéressant à quel point une apparence physique peut nous faire omettre consciemment ou inconsciemment des traits pourtant bel et bien existants chez l'autre. Et à quel point la beauté peut nous désarmer moralement. Quand on voit tout ce que la beauté peut procurer comme avantage, est-ce qu'on peut vraiment blâmer celles et ceux qui cherchent à la performer? Et aujourd'hui, avec les nouveaux moyens que l'on a à disposition, il y a de plus en plus de possibilités de correspondre aux standards de beauté. Et l'engouement qu'il y a eu pour le médicament Ozempic, ce médicament est devenu le symbole d'une époque où l'apparence est tellement valorisée que l'on préfère s'exposer à des effets secondaires graves plutôt que de risquer d'être exclu du privilège esthétique. La beauté est-elle devenue plus importante pour certains que la santé? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être beaux? Quand j'écrivais cette vidéo, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là aussi. Et donc j'ai décidé de faire une partie 2 où je vais vraiment étudier aujourd'hui ce que les gens sont prêts à faire pour être considérés comme beaux et quelles sont les limites s'il en existe. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est toujours beaucoup de temps de recherche. Big up à Noah qui m'a accompagné sur les recherches, big up à Quentin qui va illustrer cette vidéo. Et si ça vous plaît, voilà, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et de lâcher un petit pouce. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Mouah.